Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler dans un instant de la crise sanitaire et on va revenir sur votre discours à l'Assemblée. Juste un mot là sur ce qui vient d'être dit. La chasse aux ministres dans les restos, ça vous inspire quoi? Rien, je m'en fous. Pourquoi? C'est une histoire classique. Dès qu'il y a une règle, il y a des gens qui la contournent et ceux qui la contournent sont ceux qui ont le pouvoir d'y échapper. Point. Voilà. Mais je sais pas. Là, c'est une bataille. C'est une bataille qui, d'ailleurs, nous a valu une diversion, parce que comme il est question beaucoup des riches, des importants, des ministres, alors l'équipe, la team Macron a trouvé une parade ce matin et jette à manger les fonctionnaires au pays en disant « Nous allons supprimer l'ENA », on ne sait pas pourquoi ça vient maintenant, mais ça vient pour ça, comme ça on va pouvoir jeter des pierres aux hauts fonctionnaires, à l'État. Bon, tout ça, c'est de la politicaille à mes yeux. Maintenant, les gens sont indignés, vous le savez comme moi, Bruce Toussaint, donc... il n'y a rien besoin d'ajouter. Et ils sont indignés parce qu'ils ressentent la dureté pour eux. Les Français n'aiment pas ça, d'une société de classe, de caste, où les gens sont privilégiés, se cachent pour jouir en cachette. Bon, tout ça est insupportable. Mais les amis, c'est ça la société dans laquelle vous évoluez. Et si vous n'en voulez pas, il faut la changer. Parce que si vous laissez les riches s'enrichir pendant que vous êtes là à tirer la langue jusqu'à par terre, certains dormir dans la rue, etc. Si vous laissez ça, parce que vous n'allez pas voter, parce que vous râlez après tout le monde, et ben après vous étonnez pas. Les puissants, puissantes. Vous êtes candidat à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Oui, et il y a depuis novembre dernier. Absolument. C'est pas vraiment une nouvelle. Vous êtes aussi député des Bouches-du-Rhône, je le rappelle, leader de la France Insoumise. Il y a quelques jours, jeudi dernier précisément, à l'Assemblée, vous étiez extrêmement remonté. C'est le jour où il y a eu ce fameux débat sur les nouvelles mesures annoncées pour la crise sanitaire. Le monarque présidentiel, meilleur virologue de France, paraît-il, et meilleur ami de la modestie, est apparu hier soir à la télévision et il a décidé au nom d'un nous qui pose problème. Est-ce que vous êtes toujours en colère, Jean-Luc Mélenchon? Non, ne me caricaturez pas. Et vous, est-ce que vous êtes toujours aussi flambi que vous êtes là? Non, c'est la vie. Vous faites votre boulot. Moi, je fais le mien. Quel est mon travail? Je suis parlementaire et président d'un groupe qui s'appelle Insoumis. C'est pas au ronron familial. Ouais. Et donc, mon travail consiste à exprimer politiquement les raisons que nous avons de nous détacher de ce monde. Alors, ce jour-là, ce n'est pas une affaire de colère. Enfin, c'est un discours. Essayez de parler avec un masque comme ça sur la figure Bruce Toussaint, je vous mets au défi. Donc, il faut parler fort, je le fais. Et je le fais parce que je sais qu'il s'est produit... Moi, je parlais du fond, hein, oui, Jean-Luc Mélenchon. Je parlais pas forcément de la forme, hein. Ah ben c'est sympa alors, je croyais que vous parliez de la forme. Le fond non plus, c'est pas de la colère, c'est du raisonnement. Et écoutez-moi Bruce Toussaint, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai fonctionné depuis le premier confinement avec une certitude, on va dire anthropologique. Quand ça va mal, les gens serrent les coudes. Et moi je suis comme tout le monde. Quand ça va mal, je serre les coudes. C'est pas le moment de la polémique secondaire. Mais j'ai senti que dans le pays, les gens n'en peuvent plus. Ont l'impression que c'est une conduite aberrante. Ils veulent bien faire des efforts et des sacrifices, mais ils ont l'impression que c'est pour rien et que c'est n'importe quoi. Et chaque jour qui passe les confirme là-dedans. Donc le rôle d'un député, c'est de porter la parole, c'est de la rendre visible. J'ai essayé de le faire. Et vous savez, ce qui me frappe, c'est que vous m'en parliez une semaine après, et vous n'êtes pas le seul, ce qui signifie qu'il s'est passé quelque chose dans la société, pas avec mon discours, mais dans l'esprit des gens qui n'en peuvent plus, qui en ont assez de cette manière de mener les affaires. Et ceux qui aujourd'hui ont leur gosse à la maison et qui essayent de se connecter au site national, ou qui sortent, est-ce qu'il faut une autorisation, est-ce qu'il n'en faut pas, jusqu'à quelle heure, ce monde fou de contrôle et d'aberrations et de choses qui ne fonctionnent pas, insupporte les gens. Vous craignez une forte colère sociale? Non, mais je crains pas, je l'espère, parce que c'est un scandale. Pendant qu'on gorge d'argent des grandes entreprises, elles utilisent l'argent de l'État, c'est-à-dire l'argent de vos impôts, monsieur Toussaint, le mien et tout le monde, pour financer les licenciements. C'est un scandale. Alors maintenant, ceux qui reçoivent de l'argent ne licencient pas. Ces périodes de détresse, ces périodes d'état d'urgence sociale, tout le monde se serre les coudes et on ne profite pas de la situation pour mettre des milliers de braves gens à la porte qui n'ont, au fond, plus aucune perspective devant eux. Donc oui, j'espère qu'il y aura une réplique sociale à cette situation. Restons là-dessus. On aide les commerçants qui sont fermés, on aide les restaurateurs, on aide les familles qui gardent les enfants avec le chômage partiel, on aide les intermittents. Ce troisième... disons les choses comme elles sont. Loin de là. Ah bah alors. Mais ce troisième confinement va coûter 15 milliards d'euros. Oui. C'est le quoi qu'il en coûte jusqu'au bout.
Non, mais ce n'est pas vrai, quoi qu'il en coûte. C'est pas vrai. C'est une occasion que s'est donnée le président de distribuer de l'argent à un certain nombre de gens qui ne le méritent pas, qui se sont gorgés d'impôts, de crédits impôts recherche et qui n'ont rien recherché. La preuve, il n'y a pas de vaccin. Qui se sont gorgés de faveurs pour leurs investissements et qui n'ont pas investi. La preuve, eh bien, des entreprises continuent à fermer. Non, ce n'est pas vrai. Et puis quoi, monsieur Toussaint? Écoutez, quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Pas vous. Mais quelle serait l'alternative? Ne rien faire? Non, bien sûr. Personne, je pense, n'aurait le culot de dire « on vous a donné assez, maintenant, taisez-vous, restez tranquilles les gens, sages à la niche ». Non. Écoutez-moi, il faut mieux faire, c'est-à-dire organiser, planifier, prévoir et arrêter de réagir au jour le jour en fonction des événements qui arrivent. Donc, premièrement, autre chose que le confinement, réfléchir en se disant qu'est-ce que je peux faire pour éviter le confinement. Alors ça veut dire les horaires de travail disjoints, ça veut dire la réouverture des commerces avec des distances sanitaires, les salles de spectacle, ça veut dire sur le plan traiter les gens correctement et soigner. Vous avez entendu parler de progrès dans les soins? Non. Vacciner, donc ouvrir à tous les vaccins, accompagner, c'est-à-dire arrêter ce tumulte, ce désordre, ce chaos insupportable qu'il y a dans l'éducation nationale où M. Blanquer est certainement aussi dangereux que la Covid à force. Voilà, j'ai essayé de résumer. À propos de la vaccination, je me suis demandé si le stade Vélodrome est devenu un vaccinodrome. Vous avez eu l'occasion, vous, de vous faire vacciner? C'est trop tôt? Vous attendez Non. D'abord, parlons du vaccinodrome, qui est plus intéressant que ma personne. Mais pourquoi pas? Moi, je suis d'accord pour qu'il y ait des grands endroits où on peut arriver, venir à toute heure. Mais pas si on supprime tous les petits endroits. Parce que faut pas croire que le Stade de France est plus proche pour des tas de gens qui ont du mal à se déplacer. Question de transport en commun, c'est pas non plus la gloire. Donc, il faut partir de la vie des gens pour comprendre comment on s'y prend pour bien faire, que les gens aient moins peur, que ça soit moins difficile. C'est déjà assez pénible. Donc, il faut qu'il y ait des endroits partout. Mais pour qu'il y ait des endroits partout, je comprends qu'il faut qu'il y ait des vaccins. Il n'y en a pas assez. Pourquoi? Parce que nous nous sommes enfermés dans les décisions stupides de la bureaucratie européenne qui considère le vaccin comme une marchandise et ce sont elles qui décident. Et nous avons refusé, pour des raisons idéologiques, de faire venir en France des vaccins russes, chinois, cubains, qui eux existent et fonctionnent. Il y a 57 pays dans le monde qui ont recours au vaccin russe. Je dis ce chiffre pour empoisonner l'existence de ceux qui ne veulent pas que ce vaccin vienne. Le gouvernement répond au sujet de la stratégie européenne que si on avait fait cavalier seul, ça aurait été bien pire. Mais d'abord, il ne peut pas le prouver. Je n'ai pas dit qu'il faille faire cavalier seul. Après tout, la France, bien sûr, est dans une situation totalement asservie par rapport aux Allemands. C'est donc eux qui décident, le gouvernement de droite allemand. Mais quand même, on a une petite voix, non? On est juste 20% de l'économie européenne. On ne pouvait pas dire, maintenant ça suffit, on veut que le vaccin russe soit immédiatement... Ce sont les... Je dis russes parce que c'est nos voisins et nos partenaires. Qu'est-ce que ça coûtait? On sait depuis novembre dernier qu'il est efficace. Pas par des on-dit, ni par la propagande des Russes, mais par une mission française qui a abouti à cette conclusion qu'il était efficace. Vous pouvez me dire, monsieur Toussaint, pourquoi on en est encore à attendre le mois de juin? Et savez-vous ce qu'a dit le ministre qui, dans ces conditions, s'est comporté d'une manière, à mes yeux, irresponsable? Il dit, ah ben ça tombe bien, on aura en juin. D'ailleurs, on n'en aura plus besoin parce que Pfizer aura fait ses livraisons. C'est scandaleux de parler comme ça. On a besoin tout de suite de vacciner le plus de monde possible. Ça arrive. Le gouvernement dit ça arrive. Ben écoutez, monsieur Toussaint, si vous n'avez pas un parent sur la santé duquel vous vous inquiétez, mais ça doit être le cas. Si vous n'avez pas des enfants qui sont dans cette situation, alors vous pouvez dire, on a le temps, voyons voir. C'est pas ce que je dis. C'est bien que c'est pas ce que vous dites, monsieur Toussaint. Mais je ne vous fais pas ce procès, mais entendez-moi bien, quand c'est urgent, c'est urgent. Il faut de l'ordre, de l'organisation, de la foi dans l'État, croire à ce qu'on fait et mobiliser, parce que les gens sont prêts à être mobilisés, mais pas pour des consignes aberrantes. Bon, du coup, vous avez répondu, vous avez dit non, pas encore vacciné, mais bientôt, néanmoins. Ah ben moi, je ne suis pas anti-vaccin, hein. Je ne l'ai jamais été, je ne vais pas commencer maintenant. Non, je suis pour les vaccins. On vous l'a reproché, vous savez. Gamin... Pardon? On vous l'a reproché, vous le savez. Non, mais on me reproche tout. Oui. Donc ça ne m'étonne pas. S'il pleut, on dit « Ah, il pleut, c'est de la faute de Mélenchon ». Donc je n'ai jamais été anti-vaccin. J'ai dit que je me méfiais. Voilà. Et figurez-vous que j'ai bien fait de le dire, parce que c'est aussi mon rôle de le faire. C'est pas d'aboyer en cadence parce que vous allez sur un plateau de télé et que la consigne, c'est tout le monde doit se vacciner, tout le monde doit donner des consignes. Eh ben non, je dis aux gens, vous êtes libres. Réfléchissez.
la liberté, c'est une responsabilité. Et vous voyez là, par exemple, sur le débat sur la fin de vie, Alors, on est en plein là-dedans. J'allais y venir. Ah, parfait, La allons-y. fin de vie, Ça, on ne se vaccine pas contre la mort. C'est d'ailleurs un genre de sujet sur lequel on vous entend peut-être un petit peu moins. Sujets sociétaux. Oui, oui. Les sujets sociétaux. Oui, oui. Forcément, vous me parlez d'autre chose. Ouais. Mais vous voyez, là, Non, vous mais... avez encore perdu une occasion de vous taire, parce que figurez-vous que la loi sur la fin de vie, qui arrive là, à l'Assemblée nationale, c'est la deuxième fois qu'elle vient à l'Assemblée nationale. Et savez-vous quand elle est venue la première fois? Sur une initiative de mon groupe en 2018. Mais à l'époque, quand je venais sur les plateaux, on ne me disait pas « Monsieur Mélenchon, vous parlez de la fin de vie ?» Non, on disait « Alors ceci, alors cela », le truc de la journée. Expliquez-nous votre position. Alors, parce qu'il y a plusieurs types d'euthanasie, il faut l'expliquer d'ailleurs. Attendez, quelle est votre position? Commençons par les choses simples. Et redonnons à cette question tout son sérieux. Nous parlons de la décision qu'un être peut prendre de mettre fin à ses jours parce qu'il est atteint, là dans le cas de la loi, d'une maladie incurable. Pour ma part, je suis pour que ce droit soit beaucoup plus ouvert. Mais peu importe, nous avons cette loi. D'abord, pensons à ceux qui depuis des années se battent pour ça. L'association pour le droit de mourir dans la dignité et son président Jean-Luc Romero, qui n'est pas de mon bord, mais que j'estime beaucoup pour le combat qu'il mène. Ils ont fait avancer les idées, patiemment, jour après jour, réunion après réunion. De quoi s'agit-il? D'une liberté fondamentale. Oui. Disposer de sa fin de vie, c'est disposer de soi absolument, être maître de soi. Il n'y a pas d'autre aspiration, vous le verrez à mesure que vous prendrez de l'âge, dans la vie d'un homme ou d'une femme, que de se commander à soi-même totalement. Et c'est pourquoi nous traitons là de liberté fondamentale, comme par exemple le droit à l'interruption volontaire de grossesse, qui est la possession totale de son corps par une femme. Là, c'est le droit de mourir, et le droit de mourir, parce qu'on l'a décidé, est une liberté. Naturellement, il s'agit d'obliger personne à le croire, ni encore plus à mourir. Mais c'est une liberté fondamentale. Beaucoup de sociétés font ce progrès, beaucoup de parlements votent cette décision dans le monde, et je crois que ça n'a plus rien de si extraordinaire qu'au début, quand moi j'ai commencé à me battre sur ces sujets, il y a 10 ou 15 ans, on était vraiment une poignée, quoi. Le député Olivier Falorni, qui porte aujourd'hui cette proposition de loi, dit « Oui, mais lorsqu'on est atteint d'une maladie grave et incurable, et avec le recours à une assistance médicalisée. » Vous êtes d'accord avec cette... Pourquoi pas? Je pense que c'est un bon début pour faire comprendre de quoi on parle. Et je pense que n'importe qui nous écoute s'imagine dans une situation d'extrême dépendance et de souffrance où il déciderait de mettre fin à ses jours. Mais qu'on s'entende bien, monsieur Toussaint, ça ne veut pas dire que ça serait ou bien le suicide ou bien la souffrance. Il faut évidemment continuer à étudier les soins palliatifs, à les développer, les lieux d'accueil, parce que vous savez, ce qu'on m'a dit à plusieurs reprises, et par honnêteté, je veux le répéter sur ce plateau, c'est qu'on m'a dit, oui, ton histoire de suicide assisté, c'est une idée de bien portant. Parce que, m'a-t-on dit, quand on est malade, très malade, et aux frontières de la mort, souvent, non, c'est pas ça qu'on demande. On demande à vivre à tout prix. Mais je l'entends, et je le comprends, et j'approuve ce sentiment de vie. Comme tout le monde, comme vous, c'est pas moi qui approuve. Mais il faut que la liberté soit là. Et cette liberté, il faut en comprendre absolument, gens qui m'écoutaient, le sens philosophique fondamental. Jamais ne renoncer à l'idée d'être maître de vous-même. C'est par la culture, les arts, que l'on s'améliore humainement, mais la décision libre suprême, c'est celle-là. Alors, bon, par ailleurs, je suis stoïcien, donc pour les stoïciens, écoutez bien ça. Pour un stoïcien, la liberté, c'est ça. Il y a les événements que vous supportez. Vous ne pouvez plus les supporter, vous restez libre et vous restez humain parce que vous pouvez éteindre la lumière. Eh bien, les stoïciens nous ont appris, c'est la Grèce antique et la Rome antique, nous ont appris cette liberté fondamentale. Néanmoins, vous concevez que c'est un débat, on est dans l'intime, quasiment, c'est très difficile. Je voudrais vous lire un extrait... Pardon, mais dites bien une chose, c'est un débat qui traverse toutes les familles. Oui, bien sûr. Ce n'est plus vraiment un débat strictement politique au sens politique. Absolument, c'est ce que je voulais dire. C'est un débat philosophique. C'est ce que je voulais dire. Alors justement, c'est pas un philosophe que je vais citer, c'est un écrivain, Michel Houellebecq, qui a fait une tribune terrible dans le Figaro contre cette loi, ce projet de loi plus précisément. Il dit « Lorsqu'un pays en vient à légaliser l'euthanasie, il perd à mes yeux tout droit au respect. Il devient dès lors non seulement légitime, mais souhaitable de le détruire, ce pays, afin qu'autre chose, à notre pays, notre société, notre civilisation, ait une chance d'advenir. » Imaginez-vous que ce soit moi qui ai dit ça. Hein, vous seriez en train de me torturer, là. Alors, vous voulez détruire la France? Bon.
Je crois que M. Houellebecq ne parle pas au sens littéral du terme. Il n'a pas l'intention de détruire la France, enfin je l'espère. Non, mais, Bon. ça le choque. Mais bien sûr, il y a beaucoup de gens que ça choque, parce que il y a beaucoup de médecins qui disent bah écoutez, moi c'est pas ça mon serment, je ferai jamais mourir personne. Bon, maintenant. C'est un point de vue qui s'entend, qui se respecte, et ça sert à rien de contraindre les gens. Hein. Il ne s'agit pas de ça, on ne va contraindre personne à mourir. Non, d'ouvrir un droit. Mais oui, une liberté. Alors, je pense que... Mais en même temps, c'est intéressant qu'on entende les arguments de ceux qui sont radicalement contre. Il y a d'autres arguments. Il y a ceux qui disent, ah ben tu parles, ça va faciliter le fait qu'on expédie ceux qui sont plus en état de refuser. Je l'ai entendu aussi. Il faut prendre tout ça en compte, l'écouter, le traiter. Mais la vérité, c'est que, Monsieur Toussaint, pendant des millénaires, on est mort parmi les siens. Aujourd'hui, c'est à peine un tiers des personnes qui meurent parmi les leurs. Ensuite, vous avez le 70% des soignants qui disent « les gens meurent dans des conditions qui ne sont pas dignes ». C'est-à-dire que l'environnement particulier, qui est celui des soins ou de la présence de dernière phase, n'est pas conforme à l'idée souvent qu'on peut se faire de la dignité humaine. Alors je dirais à Houellebecq, réfléchissez à ça, Monsieur Houellebecq. Où est la dignité humaine ? Est-ce qu'elle n'est pas au bout de tout dans la maîtrise de soi? Et réfléchissez-y avant de proposer de détruire la France parce qu'on y fait quelque chose qui ne vous plaît pas et qui ne concerne que la liberté de ceux qui voudront bien le mettre en œuvre. Donc je souhaite que cette loi soit adoptée. Je sais qu'il y a des manœuvres qui sont faites, il y a beaucoup d'amendements qui sont déposés. Bon, c'est le jeu de ceux qui sont contre. Oui. Une sorte d'obstruction. Mais je rappelle au gouvernement, qui est complice dans cette affaire, que lorsque nous avons déposé notre proposition de loi en 2018, le débat s'est interrompu à 1h du matin parce que c'est la limite, et il ne dépend que de lui de remettre à l'ordre du jour la loi dont on avait déjà examiné plusieurs articles qui étaient proposés par les Insoumis. Et si jamais ça lui paraît absolument invraisemblable de faire quoi que ce soit avec les Insoumis, eh bien il pourra reprendre la loi Falorni à l'endroit où elle aura été arrêtée cet après-midi. Mais vous savez, vous connaissez la méthode, il s'agit d'empêcher que la discussion commence. Bon, nous verrons. Jean-Luc Mélenchon, vous êtes donc en campagne présidentielle. Oui, je suis en campagne tout le temps pour mes idées. Alors ça se trouve que là, il y a une élection dans un an. Il se trouve qu'il y a une présidentielle. Vous allez participer à cette fameuse réunion là qu'organise Yannick Jadot avec toute la gauche? Alors, on va prendre des précautions préalables parce que là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. On n'a pas arrêté de tendre la main, proposer une fédération populaire, proposer un accord pour les régionales, personne n'en a voulu. D'ailleurs, je ne sais pas si je dois m'en plaindre, parce que pour finir à la sortie, la France insoumise est le plus grand dénominateur commun de cet espace. Nous sommes tantôt avec derrière des têtes de liste vertes, alors eux, ils n'acceptent aucune autre tête de liste qu'eux-mêmes. Hein. C'est le sectarisme en mouvement. Donc voilà, il n'y a que. Nous l'avons proposé aux communistes. Nous avons dans 3 régions, nous sommes alliés avec les communistes, en Normandie, en Aura et en région Île-de-France avec Clémentine Autain. Et puis nous le sommes même avec le NPA en Nouvelle-Aquitaine, bref, avec des indépendants dans le Grand Est. Donc pour nous, la consigne qu'on s'était donnée, c'est-à-dire nous allons faire la démonstration que quand les grandes questions nationales que nous voulons défendre ne sont pas en cause, c'est tenu dans les régionales, on fait alliance partout où on peut, on ne cherche pas à tout prix la tête de liste. Bien. Alors, ça posé. Monsieur Jadot dit, il faut qu'on discute, c'est pas possible comme c'est en train de tourner. Bon, alors de quoi parle-t-il? S'il parle de la défense des libertés et du fait qu'il faut qu'on cesse de se jeter des pierres les uns aux autres en pleine bataille, quand l'adversaire nous taxe d'islamo-gauchisme, Bruce Toussaint, ça, oui, c'était nécessaire. Et puis après, on entend parler de candidats communs à l'élection présidentielle. Alors, les choses se gâtent, parce qu'il se produit 2 choses. 1, on nous dit, venez parler avec nous de candidats communs, et 2, quand on fait une réunion pour les libertés, personne ne vient. 2, les autres viennent. Alors, qu'est-ce que vous voulez là au juste, là, les amis, là, on vous comprend plus. Vous voulez juste qu'on porte vos sacoches, c'est ça votre truc. Mais quand il s'agit de se battre, alors là, il n'y a plus personne. Attendez, pardon, je sais que je suis un peu long, pas du tout, mais ces affaires sont embrouillées, vous le savez comme moi. C'est complexe. Alors, là-dessus, ils disent, nous allons parler de quoi? De la candidature commune, mais enfin, on rêve. Le chef des Verts, M. Bayou, a rappelé qu'il y avait une primaire chez les Verts. Donc, il y aura un candidat désigné. Les communistes vont discuter de ça ce week-end. J'espère qu'ils vont décider de faire cause commune avec les Insoumis, comme les 2 précédentes fois. Les socialistes ont une primaire. Donc, tout ça est un numéro de claquette pour faire le numéro de plus unitaire que moi, tu meurs. Bon, très bien, nous irons à toutes les réunions qu'on voudra, mais on prend des précautions. Nous ne sommes pas d'accord pour être instrumentalisés par les campagnes internes. Je comprends pas. Vous me dites, on va y aller finalement, vous venez m'expliquer pendant 3 minutes que ça n'avait aucun sens.
Non, alors je me serais mal fait comprendre, Non, parce que j'ai pas le talent d'être clair, mais grâce à vous, je vais l'être. vous êtes très clair. Vous avez dit, Ah bon? il Alors n'est vous pas venez dire le question, contraire. il n'est pas question d'aller à une réunion pour parler d'une candidature Mais commune. Je ne veux Et pas. après, vous me dites, bah si, finalement, on y va. Mais on va à la réunion parce qu'on ne sait même pas pourquoi elle est convoquée. On nous a dit, nous on avait compris au départ que c'était pour essayer de se protéger contre les attaques. C'était le moment où nous, on défendait la mairesse de Strasbourg, alors même qu'on était contre la subvention à la mosquée. Ouais. On a dit, écoutez, c'est inouï, c'est grossier, c'est vulgaire, c'est absurde de dire que cette femme est complice de l'islamisme politique. C'est ridicule. Donc, s'il vous plaît, la vie politique est déjà assez compliquée. Inventez pas des accusations qui tiennent pas debout. Permettez-moi de rester dans cette parenthèse. La fin du Concordat. Bien sûr. Ben, nous défendons que toute la France doit bénéficier du Concordat. C'est-à-dire que nulle part on doit se poser ces questions de fou de savoir si on subventionne la mosquée, la synagogue, l'église, bon voilà, partout, la loi laïque de 1905. J'ai noté avec plaisir qu'une majorité dorénavant se prononce pour ce Concordat. Il faut dire que tous les Français sont appelés à financer le Concordat. C'est pas une affaire d'Alsaciens. Et surtout, j'en profite pour le dire, le Concordat, ce n'est pas le droit social alsacien, qui est très bon. Et nous proposons que le droit social alsacien soit appliqué à toute la France. Mais le Concordat, non, supprimé. Donc, si on est capable d'un peu de, comment dire, de discernement, de comprendre de quoi on parle, alors on va, au départ, une chose simple. Accuser la maire de Strasbourg d'être complice de l'islamisme politique est ridicule, injurieux, ne sert à rien, crispe tout le monde pour rien. Mais si c'est ça qu'il s'agit de faire, de nous mettre tous d'accord pour nous défendre dans ce genre de situation, ou quand, par exemple, on veut dissoudre l'UNEF, alors oui. Mais sinon, de quoi va-t-on parler? Peut-on me le dire? Alors on me dit, j'ai même entendu qu'on parlerait de programme législatif. Alors on va faire un programme législatif sans parler du programme présidentiel, mais nous ne comprenons plus rien. Donc vous dites à Yannick Jadot, il faut clarifier un peu savoir vos objectifs. Quel est l'objet de la réunion? Okay. Si l'objet de la réunion, c'est candidat commun aux élections présidentielles, il y a un problème puisque son propre parti n'est pas d'accord. Jean-Luc Mélenchon, juste... Arnaud Montebourg refait parler de lui ces derniers jours, une citation dans le Financial Times. Il dit « Marine Le Pen va gagner en 2022 ». Ça vous inspire quoi? Eh bien, j'aimerais bien avoir sa boule de cristal, parce que peut-être qu'elle pourrait m'aider à savoir quand est-ce que sera mon tour. Non, je blague, mais ça n'a pas de sens. Va gagner, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on s'y résigne, qu'on laisse tomber? Que, bon, non, c'est... Madame Le Pen est, paraît-il, très haut dans les sondages, Monsieur Macron aussi, on se demande comment, et bon, on dit, sa chance de gagner a augmenté. Eh bien, si c'est comme ça, mais ça s'appelle la démocratie, ça, les petits. Si vous n'en voulez pas, bah, vous avez une solution. Votez pour quelqu'un d'autre. Et si possible, votez pour quelqu'un qui porte un programme, qui soit un programme de rupture. Ça suffit, les élections, on vote contre. Je voudrais qu'on vote pour maintenant. Et, pardon, Bruce Toussaint, mais la France, elle a besoin de ça. Il faut être capable maintenant de se regrouper pour faire autre chose qu'avoir la trouille. Il faut se regrouper pour faire des choses, changer les institutions pour qu'elles deviennent démocratiques, planifier la bifurcation écologique, des choses utiles à la vie de tous les jours, c'est possible. Vous aviez mobilisé les jeunes en 2017, en masse. D'après une enquête qui a été publiée par Ipsos et IFOP cette semaine dans Le Monde, le vote jeune, les 25-34 ans pour être plus précis. Ah ouais. 29... Mais 25-34 ans, c'est bien, c'est jeune comme vous dites, c'est pas mal par rapport à moi. Mais ils votent à 29% pour Marine Le Pen, dans une intention de vote, évidemment. Vous ne vous dites pas, on a raté un truc là? Bah, c'est surtout vous qui devrez vous dire, on a réussi un truc. Parce que les médias, tous ensemble, ont joué la grosse caisse. Et on foutu une paix royale à Madame Le Pen pendant 2 ans, elle s'est dédiabolisée, tout le monde l'a aidée, encouragée, on a montré ses petits chats, comme elle était sympa et tout ça. Et pendant 2 ans, Haro sur Mélenchon, responsable de tout. Et j'en ai pris, et pris encore. Mais je suis toujours là. Et par conséquent, tant que je suis là, la lutte continue et cette femme peut être battue. Parce que c'est la démocratie. Et en démocratie, le vote permet de prendre la décision. Et je vous rappelle qu'il y a maintenant de cela 20 ans, je faisais campagne avec Charlie Hebdo, et nous faisions campagne pour interdire le Front National, qui n'en était pas au point où il est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, dites-vous qu'il est là, des Français votent pour lui, prenez-vous-en à vous-même. Et si vous n'en voulez pas, eh bien, votez pour moi. Et voilà ce qu'il y a à faire. Mais pas faire encore une fois une élection par la peur. Moi, je ne vous dis pas, ayez peur de Madame Le Pen, je vous dis... Passons à la planification écologique, passons à la fin de la monarchie présidentielle et occupons-nous de la question sociale. C'est-à-dire que les gens arrivent à vivre. Bon sang de bois, tout le monde doit comprendre ça. Il y en a marre de parler du matin au soir de l'islamisme et de tous les sujets qui occupent l'espace, alors que pendant ce temps-là,
les gens vont avoir la réforme de l'allocation chômage. Monsieur Toussaint, vous et moi, on n'est pas menacés par cette affaire. Donc peut-être qu'on en a moins conscience, mais en juillet, vous avez des milliers de gens, que dis-je, 1 500 000, on dit maintenant 1 700 000 personnes, vont voir d'un coup leurs allocations chômage baisser, en pleine crise. C'est une honte. Il faut que cette mesure soit rapportée. Alors après, si vous voulez, les pronostics de monsieur Montebourg, je les entends avec la satisfaction de ceux qui aiment bien les scènes de magie et autres, mais ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est la lutte. Jean-Luc Mélenchon, on est quasiment au terme de cet entretien. Vous avez croisé, je sais, dans les couloirs de BFM TV il y a quelques minutes, Gilles Boyer, co-auteur du bouquin avec Édouard Philippe. Oui. C'est le récit... Il a le rôle ingrat, lui. Hein. C'est l'homme de l'ombre. De l'ombre, il est en pleine lumière. C'est un rôle qui est nouveau dans la vie politique, mais qui est intéressant. Bon, c'est un bouquin politique très intéressant qui raconte donc Matignon, ce que c'est, etc. Il y a une chose qui est assez rare, c'est qu'Édouard Philippe décrit la peur, presque physique, au point d'ailleurs de perdre 6 kilos, qu'il a eu avant d'entrer à Matignon. Peur de ne pas être légitime, peur de ne pas savoir. On peut reconnaître que c'est assez rare qu'un homme politique fasse cet aveu un peu comme ça de faiblesse. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir peur en politique? Et est-ce qu'une campagne présidentielle peut susciter chez vous une forme aussi d'appréhension, je ne sais pas, ou de... Alors, écoutez, d'abord un mot pour... On n'est pas chez le psy, c'est Jean-Luc Mélenchon, mais... C'est un homme politique d'une grande élégance et qui suscite de la sympathie. Mais pour moi, c'est l'adversaire total. C'est quand même lui qui a bousillé le code du travail et qui nous a haché menu pendant 3 ans avec le sourire. Bon, c'est un boxeur, donc il pratique. Vous avez vu l'émission? Il y a un moment où c'est un aveu extraordinaire. Il était là, alors votre collègue était en train de le torturer, et il dit à un moment donné, on voit Mohamed Ali, et il dit « Ah, c'est le roi de l'esquive ». Je me suis dit, voilà un aveu de sportif. Alors, la peur. Oui, je vais vous dire une chose. Avouer sa peur, c'est montrer qu'on est courageux. Parce que c'est les courageux qui dominent la peur. Les autres sont des inconscients, ils n'ont pas peur. Qui ça ne ferait pas peur? À qui ça ne ferait pas peur de dire, eh bien maintenant, tu es le chef du gouvernement d'un grand pays qui a 800 ou 900 ans d'histoire, qui est une république agitée, et à qui ça ferait pas peur? Tout le monde a peur au moment de franchir une étape dans la vie. Vous aussi, la première fois que vous êtes arrivé sur un plateau, hein, vous n'étiez pas fier. Ben, moi, pareil. Et quand je vais dans une élection, il y a bien sûr la peur des coups qu'on va prendre, et on la domine. Et c'est ça qui fait de nous... C'est là que vous voyez les caractères. Ceux qui s'écroulent au premier round et ceux qui tiennent 1, 2, 3, 4, 5 et comme moi, tant. Parce que, bah voilà, on a dominé à chaque étape notre peur. Figurez-vous, je n'ai jamais pris la parole une fois de ma vie à la tribune d'une assemblée sans avoir, ça s'appelle le trac. Ouais. Bah voilà. Et heureusement qu'on est comme ça. Sinon, ça veut dire qu'on est devenu fou. L'hubris, on se croit plus fort que tout le monde en toutes circonstances. Vous aussi, vous avez peur? Roselyne Dubois vient d'arriver sur ce plateau. Je suis une femme, jamais. Non, mais évidemment, bien sûr. Heureusement, il y a l'adrénaline aussi. Ah, vous voyez. Et l'adrénaline, il paraît que c'est un médicament extraordinaire. En même temps que ça peut épuiser, paraît-il. En tout cas, ça tient en forme. Hein. Bon. La lutte, ça entretient. La lutte contre soi-même, vous avez raison, c'est la première et c'est la plus intéressante. Merci Jean-Luc Mélenchon. C'est moi qui vous remercie, vous étiez bien patient. Je vous ai écouté. Oui, bah oui, je vous ai bien fait aussi. Hein. Oui, et merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions. Bonne journée à vous. 11h31.